Bonjour Gaëlle, Bonjour Fatima. ravie de te recevoir sur le podcast, enfin. Écoute, ravie d'échanger avec toi, puis ravie de faire ta connaissance surtout. Également. Je vais te demander de te présenter pour commencer, pour celles qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas encore. Avec grand plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Gaëlle Hague et je suis la fondatrice de Startellers et de notre application web qui s'appelle Capitana, qui a pour ambition d'être la meilleure amie financière des femmes. Donc, concrètement, c'est une plateforme d'investissement durable qui est dédiée en particulier aux femmes. Je suis sûre que tu me poseras la question après, pourquoi les femmes? Ouais. Donc je laisse le suspense. Et à part ça, je suis belgo-luxembourgeoise, j'habite à Luxembourg et j'ai deux jeunes filles, je ne peux plus dire petites parce qu'elles seraient assez vexées, de 10 et 13 ans. Voilà, en quelques mots. Très bien, merci. Et justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours avant d'arriver à Startellers? Avant l'entrepreneuriat. Avant Moi l'entrepreneuriat, oui. j'étais une carrière assez classique en banque finalement, enfin classique en tout cas quand tu as des origines luxembourgeoises, hein, c'est le secteur dominant. Avant ça, donc en fait j'ai commencé juste après mon école de commerce, je suis rentrée dans un cabinet de conseil. J'ai passé donc 8 ans, enfin un peu moins de 8 ans dans le conseil. J'ai essentiellement fait du conseil en stratégie pour alors deux industries très différentes. L'industrie des matières premières et de l'acier. Donc vraiment l'industrie lourde, ce qui était passionnant. Et puis, j'ai envie de dire presque malgré moi, l'industrie financière. Parce que, en particulier, donc moi je suis rentrée dans le conseil en 2005, les clients sur le marché Benefralux, il y avait énormément de banques et d'institutions financières, de compagnies d'assurance. Moi, je viens d'une famille de financiers. Donc, mon père est banquier, mon mari est banquier. Donc moi, j'avais vraiment dit jamais dans la finance. Et en fait, malgré moi, ça me rattrapait. C'est-à-dire que je faisais un projet, puisque quand tu es consultant, tu travailles toujours sur des projets entre quelques semaines et plusieurs mois. Et donc, j'avais un projet dans donc l'industrie lourde plutôt qui m'intéressait vraiment, ou dans d'autres industries, et puis un projet en finance, où là, en fait, c'était plutôt les partenaires qui me disaient, non, viens, on a besoin de consultants sur ce genre. En fait, ils consommaient tellement de consultants qu'on était tous, à un moment donné ou à un autre, forcés de passer par là. Et ça a duré mes premières années en tant que consultant junior. Et puis, à un moment donné où tu dois faire des choix, même en tant que consultant, dans quelle industrie est-ce que tu te spécialises. Et d'un point de vue purement père privé, ça coïncidait aussi avec ma première fille, donc la naissance de ma première fille, où je devais commencer à me spécialiser. Et en fait, la réalité, c'est que l'industrie lourde, c'était génial, mais ça me faisait voyager partout dans le monde. Et donc, là où le modèle, c'est normalement, donc je partais soit le dimanche, soit le lundi matin, je revenais le jeudi soir, toutes les semaines. Ça, c'était si j'étais en Europe. Mais si j'avais des projets à l'étranger, donc en Afrique ou en Asie, là, je partais pour 3 semaines sans retour. Et compatible avec une vie de maman. De maman, exactement. Donc, logistiquement, il n'y avait aucun problème. Mon mari est un excellent support et franchement, je lui dois énormément dans ma capacité d'avoir mené de front à la fois une carrière épanouissante et mon rôle de maman. Mais bon, néanmoins, il y a quand même un moment donné où il m'a dit, écoute, ça serait quand même bien que tu sois un petit peu à la maison. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai dit, bon, ok, je ne peux pas l'éviter, donc essayons de l'embrasser. Et je me suis plutôt spécialisée à ce moment-là dans l'industrie financière qui, pour le coup, était beaucoup plus proche de la maison. Donc j'étais quand même à l'étranger la semaine, mais au moins, je pouvais rentrer le week-end. Exactement. Donc, c'est comme ça que ça a un peu commencé, ça a fait... malgré moi. Malgré toi, donc tu t'es retrouvée dans le domaine du financier. Voilà, là où j'avais toujours dit que je n'irais pas.
Et j'y ai tellement été que, quand j'étais donc dans le conseil, je me suis spécialisée dans tout ce qui était gestion d'actifs, banque transactionnelle et gestion privée, donc gestion des investissements. Mais dans mon rôle de conseiller, donc j'étais pas dans le cœur de métier donc, de l'investissement, j'étais plutôt dans des conseils en stratégie, en lancement de nouveaux produits, en capture de nouveaux marchés, expansion, enfin voilà, typiquement uniquement du conseil stratégique. Et au bout de, donc je te dis, plus de 7 ans dans le conseil, ma deuxième fille qui avait 1 an, en fait j'avais fait le tour du modèle. Du modèle, ouais. Et moi j'étais toujours rentrée dans le conseil en me disant c'est la continuité de mon école de commerce, donc je vois ça comme un apprentissage, mais je ne vais pas en faire une carrière. Bon, 7 ans plus tard. Donc moi j'avais prévu d'y rester 2 ans finalement. Et en fait c'est vrai que c'était quand même à beaucoup d'égards quelque chose qui me correspondait énormément. Pourquoi ? Parce que tu ne t'ennuies jamais. Dès que tu deviens un peu dans la routine, en fait tu finis, enfin c'est que le projet se termine, tu vas sur un autre. Et mon tempérament à moi, c'est vrai que je suis très, très bonne pour lancer des choses. Ouais. Mais par contre, tu vois, de rester sur la durée, c'était pas... Rester sur la durée, quand ça devient routinier, etc., bah, c'est moins... a priori, c'était moins ma zone de confort, en fait, là où je m'épanouissais. Donc, a priori, ça me convenait. Mais d'un autre côté, j'étais de plus en plus frustrée aussi de me dire, bah oui, mais en fait, je pars quand tout commence. Mais puis j'étais arrivée aussi peut-être un niveau de maturité dans ma carrière où j'avais envie de plus, j'avais envie de voir les choses de l'autre côté et de m'investir sur du plus long terme parce que voilà, la réalité c'est que tu construis des relations aussi avec tes clients mais qui sont très très court terme. Alors oui, tu refais des projets chez le même client mais c'est toujours des équipes différentes, donc en fait humainement parlant il y a très peu finalement de continuité. Donc, et dans les équipes c'est pareil d'ailleurs puisque les équipes étaient staffées au niveau international, donc en fait chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, en fonction de la durée des études, toutes les cartes étaient remélangées. D'accord. Ouais. Donc ce qui était hyper stimulant au début, au bout de 7 ans, tu te dis, bon, voilà, peut-être j'ai envie d'autre chose. Et puis surtout, c'est le moment où je dois décider si je veux en faire une carrière, c'est-à-dire que je fais la course à la carotte pour être partenaire, ce qui a quand même des implications assez importantes sur, moi c'était 2 ans et demi pour espérer pouvoir être éligible entre guillemets. Et c'était 2 ans et demi, c'est la route vers l'enfer quoi, parce que comme ils savent qu'il y a cette carotte au bout, si tu veux, tu es taillable et corvéable à merci, et tu passes d'un modèle qui est très méritocratique finalement jusque là, à un modèle où tu dois trouver des supports, être sur la bonne plateforme au bon moment, enfin donc il y a beaucoup plus de politique qui rentre en jeu, chose qui ne m'a jamais vraiment amusée. Donc il y avait cet aspect-là de dire, bon, est-ce que j'en fais une carrière et sinon, c'est peut-être le bon moment de partir. Et l'autre réalité qui était 2 enfants, elles avaient donc 3 et 1 an. Mon mari qui a toujours eu un job à temps plein, qui donc s'occupait des filles en même temps la semaine, qui m'a dit, bon écoute, là je commence à m'essouffler un peu aussi. J'ai aucun problème à ce que tu continues, mais à ce moment-là, on fait des choix de couple qui sont différents. Qui soit moi, je travaille à temps partiel, ou on a une autre logistique à la maison, ou on change d'emplacement géographique. Parce que le problème de Luxembourg, c'est que comme c'est une place qui est très petite, tu as très peu de clients qui avaient la taille qui leur permettait de faire appel de manière régulière à une boîte de conseil comme celle dans laquelle je travaillais. Donc il aurait fallu que j'aille sur Londres, sur Paris, en Allemagne, voilà. Et comme je t'ai dit offline, mon mari est très casanier et je voyais bien que si je faisais ce choix-là, il m'aurait accompagné, mais il aurait été malheureux. Il y aurait eu beaucoup plus d'attentes de son côté sur ma présence. Or, moi je savais très bien que si je restais dans ce cabinet, certes, je serais plus souvent physiquement à la maison, mais dans des horaires qui restaient quand même... Enfin, je rentrais à la maison, il devait être minuit, 1h, et je repartais le lendemain à 7h, 8h. Donc en fait, pour lui, il aurait été frustré parce qu'il aurait fait un choix qui lui demandait du sacrifice pour finalement n'avoir qu'un bénéfice très marginal. Et donc je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en fait son équilibre en péril pour une carrière que je ne suis pas sûre en fait, de vouloir. Peut-être
que j'ai envie d'autre chose en fait. Donc tout ça mis ensemble, j'ai décidé de dire, ben voilà, c'était une super chouette expérience, mais je me lance dans autre chose. Et ce qui est assez particulier dans la boîte dans laquelle j'étais en tout cas, c'est que tu peux dire que tu pars et ils t'aident en fait à trouver autre chose. Bon, en l'occurrence, d'abord, ils essayent de te convaincre de rester. Oui, quand même. ça a été compliqué, d'autant plus qu'en étant une femme avec des enfants dans un rôle de senior manager, ça commençait à devenir, tu sais, j'étais entre guillemets un exemple que ça peut fonctionner. Et donc, si je partais, tu étais un modèle, quoi. Exactement. Si je partais, eh ben, je remettais en cause la capacité justement du modèle qui est assez quand même structuré. Hein. Il n'y a pas beaucoup de capacité finalement de réinventer. Ils te laissent le faire, mais la réalité du modèle tel qu'il est aujourd'hui, c'est compliqué de le faire fonctionner avec ce que moi j'avais envie, qui était de passer un peu plus de temps en famille, en fait d'avoir un plus grand contrôle sur mon agenda, simplement. De pouvoir quand même toujours m'épanouir dans un job où j'apprenais, où j'étais stimulée, mais de ne pas être à l'étranger 100% du temps. Et donc, oui, c'est une question justement que j'allais te poser par la suite dans l'interview, mais comme tu l'abordes, dans ces milieux-là, justement, comme dans le domaine de la finance, est-ce que justement à des niveaux très hauts, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, je pense, justement, comme tu disais, que c'est un rôle modèle. Donc ça veut dire qu'il y avait très peu de femmes qui veulent être gardées pour que tu restes un rôle modèle, montrer que ça existe. Ouais, alors il y avait très peu de femmes. Au plus tu montes, au moins il y en a. Ouais. Et celles qui restent ont des profils un peu particuliers parce que, comme je dis, il faut beaucoup de sacrifices pour y arriver. Et, des sacrifices personnels, mais aussi trouver quelqu'un, un ou une partenaire qui accepte finalement de t'épauler dans cette vie-là et de gérer le quotidien que tu ne gères pas forcément. Ouais. Donc oui, mais ça a été le cas dans le cabinet de conseil. Ça a aussi été le cas dans la banque que j'ai rejoint justement en quittant le cabinet. D'accord. Où là aussi j'étais la seule femme dans le groupe qui était juste en dessous du comité de direction. Okay. Donc tu vois que ce soit le conseil ou la banque, il y a encore, il y a une minorité de femmes dans les postes décisionnels. Ouais. Il y en a, donc quand je suis rentrée dans ce groupe-là, ils appelaient le groupe des general managers, donc il y avait le comité de direction 5 hommes, en dessous une couche, donc le general management 20 personnes, 19 hommes, une femme. Après il y a eu, donc quand j'ai quitté, je pense qu'il y avait 3 femmes. Donc c'était un peu plus, mais on n'était clairement pas à moitié-moitié. Hein. D'accord. Par contre, la question ne se pose pas trop pour les hommes, en fait. Ou moi en tout cas. En fait, ils n'ont pas conscience que c'est quelque chose sur lequel ils peuvent agir et ils n'ont pas non plus conscience que c'est quelque chose dont ils sont responsables, indirectement. Ouais. Donc en fait, c'est un étonnement quand tu leur dis que oui, mais que c'est parce que c'est de par finalement le comportement, la culture d'entreprise et la manière dont les évaluations, les promotions, l'organisation du travail et les attentes de présentéisme, entre autres, sont qu'il y a si peu de femmes qui finalement y arrivent jusqu'en haut. Et moi j'ai eu des moments d'étonnement vis-à-vis des membres du comité de direction notamment. Donc évidemment tous des hommes, la cinquantaine, et puis surtout, et c'est par là que ça commence, avec un schéma familial qui dans la grande majorité est un schéma où ils ne se sont jamais souciés que de leur carrière. Ouais. Et ils ont un ou une partenaire qui était entre guillemets le deuxième job si ils en avaient un. Et très souvent, quand ils ont des enfants, en fait, le partenaire s'occupe de l'intendance, des enfants et ne travaille pas. Et donc pour eux, si tu veux, le modèle il est comme ça. Et donc quand ils voient, en l'occurrence moi, quand ils me voyaient
être dans les réunions qui parfois étaient en fin de journée que à leur propre initiative. Moi, c'était pas par plaisir que j'allais à des réunions à 19h, mais si la réunion est à 19h, tu peux pas dire, enfin, c'est pas que tu peux pas, je ne voulais pas être celle qui allait dire non, je suis désolée, j'ai mes enfants, ils sont jeunes, j'aimerais bien être là à 19h30. Par contre, ce que j'ai fait, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de moments d'étonnement, c'est que j'ai eu l'opportunité à un moment donné de réagir. Il y avait une réunion, on était 5, general manager, moi et 4 hommes, et le membre du comité de direction. Et la réunion était en milieu d'après-midi, et malheureusement, on n'avait pas réussi à atteindre une décision. Et donc, il nous fallait une deuxième réunion parce qu'on avait tous des obligations à la fin de cette heure-là. Et le membre du comité de direction dit, bon, bah, écoutez, excusez-moi, mais le seul créneau qui me reste dans mon agenda, c'est un créneau à 19h le lendemain ou le surlendemain. Et il se tourne vers moi et il me dit, Gaëlle, si tu ne peux pas y assister, je comprendrai. Et là, bon, il y a à peu près 50 scénarios différents qui se passent dans ta tête où tu dis, bon, je peux jouer là, merci beaucoup, c'est gentil, et puis bon, derrière, tu sais très bien que du coup, bon, ben voilà, tu as été stigmatisé par rapport à tes... Ou alors tu joues l'énervé et du coup tu vas passer pour hystérique en disant mais enfin je lui donne, j'essaie d'être conciliant et compréhensif et finalement ça se retourne contre moi, etc. Et donc ce que j'ai fait en fait, je me suis retournée vers mes collègues et j'ai demandé est-ce que vous avez des enfants? Parce que j'avais bien compris que c'était ça le nerf de la guerre. Et il dit oui, ils ont quel âge? Et donc voilà, je fais le tour des 3 autres, parce qu'il y en avait un qui était plus âgé, qui n'avait pas d'enfants. Et en fait, ils avaient tous des enfants du même âge que les miens, plus ou moins. Alors évidemment, ils n'avaient pas le même setup à la maison. Donc en fait, techniquement, c'est vrai que pour eux, une réunion à 19h, ils étaient de toute façon pas là. Mais le point était quand même qu'en fait, on avait la même situation. On était tous des jeunes parents. Et quand j'ai fait ce point-là simplement en posant la question, je me suis retournée vers... le membre du comité de direction, j'ai dit, écoute, voilà, comme tu peux le constater, on est tous dans une situation où on est des jeunes parents avec des enfants à la maison qui, si tu fais une réunion à 19h, seront au lit quand on rentre. Donc, il y a 2 options. Soit tu t'intéresses vraiment à ce bien-être et tu penses que c'est important, et à ce moment-là, tu ne fais pas cette réunion à 19h et tu la reportes à début de la semaine prochaine. Soit tu t'en fiches et à ce moment-là, s'il te plaît, ben, ne me désigne pas toutes les autres. Bon, à un moment, il y a eu un silence. La réunion se termine et il me prend à part et il me dit, et vraiment, c'est pour ça que je dis, il n'y a dans 90% des cas, ce ne sont que des bonnes intentions. Il n'y a jamais une intention de nuire. Ils ne se rendent juste pas compte. Il me dit, je suis désolée, je ne voulais pas du tout que tu le prennes, que tu te sentes vexée ou mise de côté. Il dit, au contraire, je t'admire et je veux t'encourager à faire ce que tu fais. Je dis, mais je fais quoi? Ce que je comprends. Il me dit, mais de mener de front une carrière et une vie de famille. Mais je dis, mais je suis mariée, j'ai un mari. Ils ont tous cette problématique-là. Je dis, et en fait, tu ne sais pas comment je suis organisée à la maison. Tu ne sais pas comment eux sont organisés à la maison. Donc en fait, en faisant ça, tu rends visible une différence entre eux et moi. C'est ça. Et c'est ça qui me dessert en fait. C'est pas la réunion à 19h. Maintenant, blague à part, c'est vrai que les réunions à 19h, si tu les évites tout bonnement, ça évite justement de créer en fait ces tensions en disant certains vont être complètement organisés pour le faire et ok, on peut discuter, chacun a sa propre vision d'éducation, hein. Moi je ne juge pas. Mais simplement en t'interdisant de faire ça et en disant le temps pour les réunions c'est entre 9h et la dernière à 18h et peu importe ce qui arrive, je garde le temps de travail, de réflexion, de deep work que tu pourrais faire par ailleurs parce que toi pour le coup tu ne dois pas rentrer. Pour ce moment là ça évite ce genre de conflit, d'arbitrage à faire et puis surtout de discrimination, pas entre femmes et hommes mais entre parents et non parents finalement. Totalement. Et ces choses-là, c'est ça en fait qui crée l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est vraiment ça. Ouais. Et du coup, tu es resté combien de temps Je suis restée 6 ans. 6 ans dans... Ouais. Je suis restée 6 ans. De nouveau,
j'avais pas prévu de rester aussi longtemps. Bon, je pense que j'ai appris énormément. J'ai aussi appris la gestion beaucoup plus opérationnelle que j'avais pas évidemment en conseil. La gestion d'équipe aussi, puisque quand j'ai terminé, j'avais 3 équipes et en tout, j'avais une quarantaine de personnes. J'ai aussi vu la grande différence entre gérer une équipe, tu vois, de consultants, tous hyper motivés et puis assez monoprofil, qui en fait se gèrent tout seuls, et une équipe avec des profils très différents, certains des anciennetés très longues, qui font que en fait, la motivation et les leviers de motivation sont complètement différents. Donc ça m'a appris énormément de choses. Mais d'un point de vue contenu, donc j'étais en banque privée, je gérais le réseau européen, donc ça m'a permis d'avoir une vue vraiment très complète des comportements d'investisseurs privés. Hein, ouais. Donc j'étais plutôt sur de la clientèle privée entre, on va dire, 250 000 € et 2,5 millions d'euros ouais. Investis auprès de la banque où j'étais. Et il y a des grandes différences culturelles entre des investisseurs privés anglais, allemands, français, ouais. Belges. Donc ça, c'était assez intéressant. Intéressant de voir, oui. Ouais, c'était vraiment... c'est aussi que tu vois que l'Europe, c'est vraiment un concept qui est compliqué parce qu'on est quand même... On a une manière d'aborder des choses aussi basiques que la prise de risque, très très différente. Ouais. Par contre, une chose qui était assez universelle à travers les pays que je gérais, c'était l'âge et le genre des clients. Donc, tu avais typiquement, voilà, les clients, ils étaient blancs, 65 bien sonnés, hommes, et voilà. Alors évidemment, hein, il y avait quelques femmes, quelques personnes issues de minorités, mais vraiment très peu. Enfin, je pense que statistiquement, derrière la virgule, quoi. Mais est-ce que justement, le fait qu'il y ait très peu de femmes et de personnes différentes, que l'image, enfin la personne, le stéréotype est toujours le même, vient pas aussi du fait que le stéréotype de ceux avec qui tu travaillais était justement aussi blancs, qui ont aussi 50 ans et qui s'adressent à des cibles qui leur ressemblent totalement. Exactement. Et c'est exactement ça. Et c'est vraiment la réflexion que j'ai eue, mais comme quoi parfois tu as des choses qui se cristallisent et tu te dis mais c'est tellement évident, comment j'y ai pas pensé avant. Mais j'évoluais dans ce monde, tu te bats en interne effectivement en disant mais en fait je ne me retrouve... Moi ce qui a été le plus compliqué c'est de me dire je n'ai pas de mentor. Enfin si, j'avais des mentors mais c'était tous des hommes excellents d'ailleurs et c'est bien aussi d'avoir des mentors qui soient différents de toi, mais tu n'as pas d'exemple de personne où tu peux dire elle l'a fait, voilà comment elle a géré ces problématiques là, donc ça me donne des pistes. C'est pas forcément que je vais les suivre, mais au moins ça me donne un champ de possible. Et du coup, tu es en fait un peu comme une je ne vais pas dire une aventurière, mais oui, tu arrives sur un territoire inconnu, quoi. Et tu dois défricher, trouver ta route, voilà, et c'est assez lourd. Après, de nouveau, moi, ça m'a amusée, je n'ai pas senti ça comme un poids, mais ce que je dis, c'est que le jour où on aura vraiment réussi, c'est le jour où tu n'es pas obligé de te battre et d'avoir ce drive, presque cette inconscience pour enfoncer des portes fermées. Ça devrait pas être plus dur. Tu comprends ce que je veux dire, c'est que on fait en fait aujourd'hui, et c'est vraiment le culte de ces femmes ultra fortes qui ont une vraie carapace, un drive, une énergie qui est presque surhumaine, et tu dis mais en fait c'est superhumaine, mais en fait non. Oui, et puis il y a plein d'autres femmes qui se reconnaissent pas dans ce modèle-là, et elles ne devraient pas avoir à se conformer à ce modèle-là pour réussir. Il y a de la même manière qu'il y a plein de carrières différentes, là on les cantonne finalement à des rôles quand même très limités par rapport au champ des possibles. Et je trouve qu'il faut des souris blanches, mais il faut aussi des souris noires.
dans une organisation pour que ça fonctionne. La souris blanche, c'est celle qui a ses idées, qui va toujours aller, challenger le statu quo, rentrer dans les portes fermées, avoir des idées un peu qui sortent des sentiers battus pour se créer sa voie. Mais si tu as trop de personnes comme ça dans une organisation, c'est aussi très mauvais parce que t'as aucun... Et puis il faut aussi des souris noires qui sont là et qui sont très compétentes, très fiables, mais qui n'ont pas forcément envie de mener une bataille, une guerre pour pouvoir s'épanouir et avoir la place qu'elles méritent de par leurs compétences, leur dévouement et le professionnalisme dont elles peuvent faire preuve. Et donc c'est ça le vrai enjeu pour moi, c'est ça. Donc il y a ce problème entre guillemets de rôle modèle qui n'existe pas. Et puis alors l'autre aspect qui était donc j'étais focalisée sur l'environnement en interne, mais je me rends compte qu'en fait au niveau des clients, comme tu dis, c'était la même chose. Et j'ai assisté à une conférence qui s'appelait Femmes et Finances, où il y avait que des femmes, parce que tous leurs boss leur avaient dit c'est un truc sur les femmes, donc t'es la femme de l'équipe, vas-y, donc super. Donc en fait on était toutes là un peu blasées, même en se disant ça y est, ça va encore être une énième conférence sur il faut plus de femmes dans le secteur financier en tant que professionnel. Merci. En plus, ils prêchent un public convaincu puisqu'il n'y a que les femmes qui ont jugé utile ou qui ont été forcées d'y aller. Je ne suis pas sûre qu'on va apprendre grand-chose là. Et en fait, cette conférence, elle a vraiment été pour moi un déclencheur parce que c'était pas du tout ça. C'était une conférence qui était donnée par la Chambre de commerce des pays nordiques à Luxembourg. Et en fait, on avait 2 femmes financières des pays nordiques qui sont toujours très en avance sur tout ce qui est diversité, et en particulier diversité de genre, et la place des femmes dans la vie sociale et économique. Et elles expliquaient en fait à quel point il était urgent que les femmes prennent leur place en tant que clientes. Voilà, et dire le pouvoir économique, pour que l'économie soit plus diversifiée, plus inclusive, mesdames, utilisez ce pouvoir, parce que c'est en investissant et c'est en étant acteur de l'économie que vous pourrez changer les choses. Oui, évidemment qu'il y a des batailles systémiques qu'il faut régler et qu'il faut faire du lobbying auprès des gouvernements pour, d'une manière ou d'une autre, obliger à plus de représentativité au sein des conseils d'administration, notamment aussi des entreprises publiques, etc. Évidemment qu'il faut se battre pour avoir à travail égal, salaire égal, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui prennent du temps, énormément de nouveau, c'est le système qui doit changer. C'est bien installé, donc il va falloir du temps. Exactement. Par contre, ce que tu fais de ton argent, de ton épargne et la manière dont tu utilises ce pouvoir, ça t'appartient. Ça t'appartient, tu peux changer ça maintenant. Exactement. Et c'était tellement simple, tellement évident, et en même temps, je me suis posée moi-même et je me suis dit, attends, moi-même, je suis donc un master en finance dans la banque privée et je n'investis pas moi-même à cette époque-là. Donc c'était il y a des entreprises de prospérer. Ces entreprises ont un impact qui peut être positif dans la résolution des problèmes que notre société vit aujourd'hui. Mais ce que j'entendais dans la manière dont ils appréhendaient les choses, c'était uniquement rendement, court terme, à la limite ils investissaient dans un titre parce que c'était hype et bien, mais finalement quelles sont les valeurs de l'entreprise, comment est-ce que cette entreprise est dirigée, est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'elle traite ses employés de manière saine, est-ce que cette valeur ajoutée elle est pérenne et est-ce que tout le monde s'y retrouve. Et du coup, en fait, quand j'ai entendu cette conférence-là, tout ça m'est revenu. Je me suis dit, mais en fait, j'ai totalement raison. Et je me suis dit, et puis en plus, on représente 50% de la population. Exactement. Alors, certes, notre pouvoir d'achat n'est pas le même. Donc, mais en même temps, notre pouvoir d'achat, c'est là où tu regardes les chiffres, notre pouvoir d'achat est en croissance. La croissance est plus importante que celle des hommes. Ce qui est normal, puisqu'en fait, on commence seulement...
dans l'histoire, hein, j'entends bien sûr à titre individuel, je pense qu'on est toutes aujourd'hui dans notre génération bien conscientes de l'importance de cette liberté, de cette autonomie financière, quelle qu'elle soit. Mais historiquement, en fait, c'est très récent. Donc, tu dis, mais oui, en fait, il y a énormément de potentiel. Un potentiel économique, un potentiel commercial aussi, si tu reconnais que c'est un segment de clients que tu n'as jamais adressé, que tu as même complètement ignoré en tant qu'acteur traditionnel. Et puis, un potentiel aussi de faire le bien. Parce qu'en fait, cette réflexion que moi j'avais eue, qui était, moi je veux investir mon argent, mais j'ai une finalité qui va au-delà du rendement financier. Oui, c'est important pour moi de pouvoir maintenir mon niveau de vie, de pouvoir transmettre aussi à mes enfants, pas forcément un capital, mais en tout cas de leur permettre de faire des bonnes études, ou en tout cas de leur donner les chances dans la vie, quelle que soit la voie qu'ils prennent, pour leur rendre moins dur que ce que ça n'a été pour toi. Je pense que ça, c'est la volonté de la plupart des parents quand tu as des enfants. Donc ça nécessite, puisqu'aujourd'hui, la monnaie d'échange, c'est l'argent, de pouvoir générer en fait une certaine richesse. Mais ce qu'il y avait aussi, c'est de se dire, je ne veux pas la générer à tout prix, je veux pouvoir me regarder dans le miroir et me dire que je finance un cercle vertueux. Et en échangeant avec mes amis, en fait, on s'est rendu compte que voilà, on partageait cette vision, ce concept. D'abord, au bout en fin de soirée, quand tu commences à relâcher un peu les masques, tout le monde avoue que oui, mais en fait moi non plus je n'investis pas, pourtant je suis avocate d'affaires, donc moi aussi j'ai quand même un petit peu, techniquement parlant, on ne peut pas se retrancher derrière la raison, qui est une des raisons principales, qui est le manque de connaissances financières, ou plutôt le manque de confiance dans tes connaissances financières. Quand tu travailles en gestion d'actifs, quand tu es avocat d'affaires... Tu connais bien le sujet, non? Tu peux pas vraiment dire... Enfin si, ça reste légitime, mais beaucoup moins. Donc il y a d'autres leviers au-delà de ça, et c'est vraiment le manque d'intérêt, le manque de temps, dans le sens où on a tous une vie hyper... c'est, comme tu disais, des journées très chargées. Des journées très chargées, et c'est pas le truc qui... Enfin, de nouveau... on l'a pas rendu super sexy, quoi. Donc c'est pas le truc où tu dis chouette, j'ai 1 heure de libre un samedi, je vais m'intéresser à mes finances et je vais commencer à investir. A priori, tu vas sans doute choisir d'autres hobbies. On est d'accord. Et donc là, c'était une prise de conscience. Vraiment une prise de conscience. Et puis du coup, après, en fait, tout reste enclenché assez vite, parce que quand tu as cette envie de changement et que tu as trouvé une manière de l'adresser, c'était pas encore hyper concret, mais c'était quand même déjà bien dessiné, et qu'en plus tu te dis non, mais en plus je peux faire quelque chose parce que j'ai une expérience et des compétences acquises là sur toute ma carrière qui me permettent en fait d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Je me dis là le choix il était assez simple, c'est ok, je continue à travailler dans un job où je donne énormément, où je fais beaucoup de sacrifices pour in fine, quand je fais la somme à la fin de la journée, enrichir des actionnaires qui, ça c'était mon contexte très particulier, en plus l'actionnariat de la boîte dans laquelle je travaillais était, on va dire, assez polémique, discutable en termes de valeur. D'accord. Donc là aussi, de toute manière, je me reconnaissais de moins en moins. Je me suis dit, j'ai quand même un problème à indirectement, finalement, faire prospérer finalement un groupe qui a des valeurs et des respects des droits fondamentaux qui étaient très limités. Donc du coup, tu dis, bon, déjà ça. Mais en plus, j'ai une alternative où j'arrive à combiner une expérience acquise, donc ça m'évite de recommencer à zéro. Ce qui, quand tu es primo-entrepreneur, est quand même assez important, c'est d'avoir quand même un minimum d'assises sur lequel tu peux te baser. Ouais, sinon c'est plus facile. On est d'accord. Il y a déjà tellement de choses que tu ne maîtrises pas que si tu as un petit bout que tu maîtrises, c'est quand même mieux. C'est déjà ça, ouais. Et puis une cause qui m'a toujours... je sais pas, je pense que dans une vie antérieure, j'ai dû être... je sais pas, j'ai dû vivre des injustices parce qu'en fait, je peux pas dire, objectivement, j'ai eu une vie excessivement privilégiée. Je veux dire, j'ai jamais été... j'ai eu des parents aimants qui m'ont permis de faire des études. Oui, j'ai vécu des moments, évidemment, des moments difficiles, mais tout le monde en a. Mais je peux objectivement pas dire que j'ai été ni abusée financièrement, économiquement. J'ai eu de la chance dans ma carrière. Enfin, de la chance, non.
si, quand même, j'ai eu un environnement en tout cas qui m'a permis d'aller là. Et je sais que ces chances ne sont pas données à tout le monde, tu vois. Mais par contre, toute cette injustice, et en particulier cette injustice faite aux femmes, c'est quelque chose qui, moi, vraiment me prend aux tripes, me révolte, mais au point où, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit, qui pourrait me... Ouais, et je peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Et le fait d'avoir réussi à trouver cet équilibre et à inclure vraiment ce besoin en fait de donner plus de sens et de m'impliquer dans cette cause, ben voilà. Donc du coup, j'ai donné ma démission. Je pense que cette conférence était en juin. Elle est bien tombée. 2 semaines après, ma démission a été donnée. Ça a été rapide. Après, mon mari a eu un gros coup de frayeur. Donc du coup, avec la conférence, donc, tu te rends compte qu'il y a une problématique sur l'investissement féminin. Les femmes n'investissent pas. Et là, tu te rends compte aussi que tu trouves plus de sens à ce que tu fais. Donc tu démissionnes. Est-ce que tu démissionnes déjà en sachant donc, quelque part que tu veux t'adresser aux femmes et que tu veux les inciter à investir? J'imagine que du coup tu fais des recherches et tu te rends compte de l'ampleur. Exactement, c'est ça qui a pris 2 semaines, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas donné ma démission le lendemain, mais en 2 semaines tu commences à soulever, tu sais, à tirer sur le fil et tu te rends compte que c'est un monde. Il y a combien de temps du coup? Et ça c'était en 2017. Et j'ai officiellement, donc j'ai démissionné, mais vu que j'étais sur des projets qui étaient assez sensibles, on a négocié que je reste plus longtemps que mon préavis. Et moi, finalement, ça me donnait aussi la possibilité de préparer en fait les étapes d'après. Donc, du coup, je suis restée 6 mois à travailler, mais j'avais négocié de dire ok, mais un jour par semaine, je le dédie à mon projet. D'accord. Donc, j'ai fait ça pendant 6 mois, et puis 1er janvier 2018, j'étais entre guillemets libérée, délivrée. Même si, encore une fois, ça s'est très bien passé. Puis de nouveau, j'ai eu beaucoup de chance, tu vois, j'ai pu faire ces choix-là. J'ai pu faire ces choix-là aussi, et là je le précise parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Premièrement, la décision paraît soudaine, et elle l'était au moment où je l'ai vécue. Mais maintenant que j'ai un peu plus de recul, je me rends compte que ça faisait presque 1 an que je le préparais. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à prendre des cours de code. J'ai commencé à m'intéresser, à réseauter dans le milieu entrepreneurial, les incubateurs, etc. Sans objectif précis, presque en me disant non, mais c'est juste pour essayer d'aller chercher cette intelligence, pour la retransférer au sein de l'entreprise, pour nous rendre meilleurs en tant qu'institution financière. Et en fait, je me rends compte a posteriori que toutes ces briques ont contribué en fait au dire je prends je suis cette route là complètement. Déjà et les cours de code, ça a été un vrai déclic, parce que je me suis rendu compte que j'avais 35 ans. Je me suis dit, si je peux apprendre des compétences qui sont tellement nouvelles et en dehors finalement de mon background, y prendre du plaisir, et finalement de voir que je peux développer des choses toutes simples, je me dis mais en fait le schéma classique dans lequel on m'a enfermé, je me suis auto-enfermée, où la société t'enferme en disant voilà, tu grandis, puis tu vas à l'UNIF, ou tu fais des études, quelles qu'elles soient, tu apprends, et puis après tu travailles, et ta courbe d'apprentissage est très linéaire, c'est-à-dire que tu accumules du savoir, et puis après tu restitues ce savoir de manière très marginale en plus dans ton boulot. Et après pendant 40 ans, tu bouges pas, tu bosses, mais voilà, il y en a qui s'épanouissent très bien là-dedans. Et je me suis rendu compte qu'en fait non, ton cerveau est quelque chose de flexible qui ne demande qu'à être alimenté, que tu peux complètement en fait, si tu t'investis, te reformer pour faire autre chose, et puis le refaire encore 5 ans après, et qu'en fait c'est juste des étapes de vie comme ça que tu peux moduler. Pour moi ça a été du coup, en fait tu te libères une zone de possible auquel tu n'avais même pas songé en fait. Et t'arrêtes un champ possible énorme. Et t'arrêtes d'être la bonne élève et de faire ce que tu penses qu'on attend de toi. Et tu commences à te poser et te dire en fait, mais moi, là maintenant, qu'est-ce que je veux? J'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. Finalement, ce que je pense que les gens pensent de moi et ce qu'ils attendent de moi, etc., je m'en fiche en fait. Et si je prends pas des risques maintenant, quand est-ce que je les prendrai?
Et puis finalement, est-ce qu'il n'y a pas rien de pire que d'avoir vécu toute ta vie sans l'avoir vraiment expérimenté. Totalement. Voilà. Et moi, ça a été... voilà. Donc, pour moi, c'était des cours de code. Pour d'autres, ce sera autre chose. Mais moi, ça a été vraiment... voilà. Mais à ce moment-là, c'était un processus plutôt de changement qui a abouti... Qui s'est fait petit à petit dans le temps. Exactement. Et c'est cette conférence qui a finalement mis toutes les planètes ensemble. Et après, effectivement, ça a apparu très soudain. Pour le monde extérieur, notamment mon mari, ça a été quelque chose de plus soudain. Parce que lui, il a juste vu je pense que je vais démissionner. Ma chérie, je te soutiens quoi que tu fasses. Et le lendemain, j'ai démissionné. Il m'a dit, non mais attends, moi je pensais que c'était une vue d'esprit, que tu allais y réfléchir et que genre on allait en discuter. Ça a été un peu plus que ça. La deuxième chose aussi qui est importante, c'est j'avais de l'argent de côté. Oui. Et donc là, on revient un peu sur la boucle, mais donc j'avais un peu d'argent de côté, mais surtout entre le moment où j'ai démissionné et le moment où j'ai effectivement arrêté de travailler, il s'est passé 6 mois. Là, je suis passée en mode économie fois 20, entre guillemets. Donc vraiment, j'ai été très intentionnelle. Là, tu as pris les devants pour dire, voilà, dans 6 mois, je me lance, il faut que j'économise. Il faut que j'économise parce que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais générer du revenu. Quand tu démissionnes, tu n'as pas de chômage. Ah ben non, parce que j'ai démissionné, donc c'était pas... Tu n'as pas pu le négocier Alors, j'aurais pu, je ne l'ai pas fait, et je ne suis pas sûre que même si j'avais fait... Donc en fait, à Luxembourg, tu n'as pas... je pense que vous avez une rupture conventionnelle. Ça n'existe pas. D'accord. Et en fait, si ton employeur accepte accepte de te licencier, alors qu'en fait, c'est toi qui veux démissionner... il prend un risque en fait. Il prend un risque qu'après tu te retournes contre lui si jamais tu n'as pas trouvé ou que tu as changé d'avis, etc. Et en général, tu gagnes. D'accord, donc là tu n'avais pas trop le choix, tu as démissionné. C'était démissionner, pas de salaire, pas de chômage, rien. Donc économie pendant 6 mois. Économie pendant 6 mois, parce que je me dis, je ne sais pas combien ça coûte de créer sa boîte. En plus, tant qu'à faire, si tu lances une boîte en finance, voilà, en termes de barrière à l'entrée, c'est assez énorme. Je n'avais pas encore réalisé à l'époque à quel point c'était énorme. Oui, parce que c'est quand même les finances. J'imagine qu'il y a un investissement au départ qui doit être assez important parce qu'il y a tout ce qui est déjà développement et tout ce qui est protection en fait, toute protection des données qui est très importante et ça a un coût en fait. Protection des données et puis simplement réglementation. Donc tu as un cadre réglementaire et simplement des frais, une licence entre guillemets à payer. Cette licence à elle toute seule, pour te donner une idée, c'est 35 000 € par an. Ah oui, quand même. Juste pour avoir le droit d'exercer. En finance. Et ça, c'est rien parce que à ça, tu dois ajouter des fonctions de contrôle qui, de nouveau, sont pertinentes par rapport à la sensibilité à la fois des données que tu gères, comme tu l'as dit, mais aussi de ton activité qui est tu gères l'argent des autres quand même. Et donc, tu as audit interne, audit externe que tu dois avoir chaque année. Donc, en gros, on a fait le calcul en coût opérationnel annuel, tu es entre 75 et 100 000 €. Donc tu t'imagines combien tu dois déjà générer de clients, etc. pour pouvoir amortir ça. Je dois t'avouer qu'à l'époque, j'avais une petite idée du monde, mais pas de cette magnitude-là. Je pense, d'ailleurs c'est ça la beauté de l'entrepreneur, tu ne sais jamais à quoi tu vas être confronté, sinon tu ne le ferais pas. À mesure, exactement. C'est très bien, il y a une petite dose d'inconscience là qui est nécessaire. Mais donc ce que j'ai fait, je me suis dit ok, pas de salaire pendant un temps indéterminé, donc je m'assure d'avoir, moi j'avais 2 ans. D'accord. 2 ans devant moi, pas 2 ans de revenus, 2 ans de dépenses. Donc on a fait des choix de famille qui étaient quand même assez significatifs. Il y a eu un avant et un après ma décision de lancer ma boîte, parce que on a travaillé tous les deux en finance, je gagnais excessivement bien ma vie. C'était moi qui étais entre guillemets le chef de famille d'un point de vue financier. Et donc, si tu veux, c'était... Pour le lendemain, Ah non, ça a été... la même vie, ça n'a pas été la même vie. D'un autre côté, ça te rapproche aussi de ce qui est vraiment important. Ça t'oblige à faire des choix et ça te permet aussi de voir tous les non-choix
finalement en se disant bah, juste tu vis avec le flow, tu fais comme les autres, etc. Et puis tu dis mais en fait j'ai pas besoin de tout ça. Et là aujourd'hui, ben oui, mon argent, mon temps, il est investi dans autre chose, mais qui pour moi m'épanouit beaucoup plus. Voilà. Après, ben, il y a une réalité aussi, c'est que c'est mon projet, moi je m'épanouis, mais les conséquences de ce choix, bah, il n'y a pas que moi qui les vis, il y a mon mari et il y a mes enfants. Et donc voilà, ça c'est aussi un peu un... C'est important qu'ils te soutiennent. Qu'ils te soutiennent, et puis même s'ils te soutiennent au début, quand ça commence à durer, en fait c'est toujours sur la durée, et à un moment donné, tu peux faire des sacrifices pendant 5 mois, ça va, mais quand tu commences à dire c'est pas des sacrifices, c'est un autre style de vie, parce que ben, monter une boîte ça prend du temps, et qu'entre-temps tu te dis, ben, en fait même le jour où je récupère entre guillemets un niveau de revenus, j'ai pas envie de le mettre dans ces mêmes choses, parce qu'il y a tellement de choses plus importantes que j'ai envie de faire avec ça. Bah, il faut que tout le monde te suive, parce que sinon bah, ça crée des tensions. Ouais. Donc là j'ai de la chance, mais ça n'est pas sans tension. Quand je dis que j'ai de la chance, c'est-à-dire qu'on arrive à surpasser ces épreuves-là. Mais il y a quand même beaucoup de moments de doute et puis de frustration aussi, tu vois, où tu dis parfois, bon, bah, je travaille 2 fois plus dur, ça nous prend finalement une énergie mentale au niveau familial, parce que ça soit en termes logistiques, en termes de stress, de disponibilité mentale, etc., t'es pas toujours au mieux. Tu dis, moi j'aimerais bien pouvoir en profiter, quoi, juste de pas devoir entre guillemets tu vois, refuser certains trucs à tes enfants, ou faire attention, etc., parce que tu dis bah non, là voilà, la boîte elle est encore à son début, donc il faut faire gaffe parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est vrai qu'il y a des fois où tu dis il y a des fois c'est vrai que tu doutes, hein, où tu doutes, et puis d'accord, tu fais vraiment là, facile, est-ce que j'ai... Pourquoi? En fait, non, c'est surtout pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Pourquoi est-ce qu'il me faut ça pour me réaliser? Je lui dis, oui, in fine, pourquoi est-ce que je suis pas juste... pourquoi est-ce que je me contente pas, en fait, voilà, c'est ça, d'une vie sans avoir besoin de changer le monde, d'avoir de l'impact, de sentir ce besoin de sens, parce que in fine, ce serait quand même vachement plus facile. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, donc tu avais ce besoin-là, tu l'as ressenti, tu es plus fort que toi. Donc, et soit tu vis en étant malheureux, et je pense que c'est pas bon non plus même pour le couple et pour tes enfants. Ouais. Après, il faut trouver le bon équilibre. Mais donc voilà. Et justement, alors comment tu démarres son projet de Startellers? En fait, on a eu de la chance, on a commencé à faire des concours de pitch. Ouais. Et je suis totalement honnête, on était au bon moment, c'est-à-dire que c'est des sujets qui portent, pas forcément toujours pour les bonnes raisons, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'appropriation, tiens, ça fait bien de récupération, exactement, ça fait bien de finalement créer en tant qu'entreprise absolument pas divers, enfin tu vois... ouvert à la diversité. Depuis 3 ans, on le sent comme... Oui, hein, il y a pas mal de projets autour. On est d'accord. On va financer un concours pour aider des jeunes entrepreneuses, et comme ça, on s'achète en fait notre caution morale. Ouais. Voilà. Bon, en même temps, ça permet comme... Eh bien, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un moment donné, il faut être pragmatique. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix. Et donc tu te dis, écoutez, vous savez quoi, utilisez-moi comme caution morale, je m'en fiche, parce que in fine... dans 3 ans, dans 5 ans, peut-être c'est moi qui vous offrirai un prix pour l'effort, peut-être, je sais pas. Non, mais sérieux, il y a un moment donné, tu dois aussi être pragmatique. Totalement. Et donc on en a gagné plusieurs, ce qui nous a permis en fait d'avoir le fonds d'amorçage. Ouais. Bon, évidemment, on a aussi nous mis de l'argent dedans. Et puis on a fait, donc ça c'était 2018. Donc 2018, milieu d'année, je crée la structure. Avec le recul, j'aurais dû la créer plus tard. Parce qu'il y a un truc complètement absurde pour moi, mais qui est une réalité, c'est que la prise de date dans la création d'entreprise détermine plein de choses. Juste avant de te laisser continuer, parce que pour ceux qui nous écoutent, tu peux bien préciser ce que c'est que Startellers. Alors, Startellers, c'est une plateforme d'investissement, donc une entreprise d'investissement qui est réglementée par le régulateur luxembourgeois, qui peut opérer partout en Europe et qui fournit à ses clientes et ses clients une gestion qu'on appelle pilotée. Donc, c'est-à-dire que tu viens avec
une envie d'investir ou un questionnement sur est-ce que je suis prête à investir, donc est-ce que j'ai assez d'argent, est-ce que je peux me le permettre, est-ce que je suis en mesure de comprendre ce dans quoi j'investirais exactement. Et on fait avec toi ton profil d'investisseuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On s'intéresse à laissons le rendement, l'argent de côté. Quels sont tes objectifs de vie que cet argent pourrait financer? En fait, de quoi? Parce que l'argent est un moyen finalement d'arriver à quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans ta vie qui requiert de l'argent? Et à quelle échéance? Et ça détermine finalement ton plan financier. Dire, en fait, chaque projet de vie qui a besoin d'un financement, c'est un portefeuille d'investissement. Aussi simple que ça. Le fonds d'études pour tes enfants, un projet d'investissement. Un voyage autour du monde quand tu arrêtes de travailler, un projet d'investissement. Maintenir ton niveau de vie à la retraite, un projet d'investissement. Un apport pour un achat immobilier, c'est un portefeuille d'investissement. Ça pourrait même être à la limite un achat de voiture, mais ça c'est très... le projet d'investissement, il faut vraiment faire la différence entre le trading ou le boursicotage et l'investissement. L'investissement, c'est quelque chose qui se voit sur du long terme, plus de 5 ans. Donc, si tu envisages d'acheter une voiture dans les 2 ans et que tu as besoin d'un montant, là, le problème c'est que les marchés sont tellement cycliques que tu dis un cycle, c'est à peu près 5 ans. Ça veut dire que si tu investis et que tu as besoin de l'argent 5 ans plus tard, la probabilité que ton capital se soit apprécié tout en ayant passé des cycles de haut et de bas est assez importante. Par contre, sur 2 ans, il est beaucoup moins. La volatilité est très grande et donc tu peux te retrouver avec avoir investi 10 000 et te retrouver avec 8 000 au moment où tu vas acheter ta voiture. Donc c'est pour ça qu'on dit tout ce qui est de moins de 5 ans, on recommande de plutôt s'orienter vers des produits d'épargne avec un capital qui est relativement garanti. L'investissement comporte des risques, mais c'est ce risque justement qui te permet d'être rémunéré. Parce qu'en fait, l'investissement, ça rémunère le risque que les investisseurs sont prêts à prendre. Pas de risque, pas de rémunération. Donc il ne faut pas éviter le risque, il faut le gérer et trouver la bonne proportion de risque par rapport à ta situation financière et ta personnalité aussi, parce qu'objectivement, il y a personnes qui sont plus frileuses, d'autres qui sont plus aventurières, il faut trouver le bon niveau. Donc c'est ce qu'on fait. On détermine avec nos utilisatrices, dire ok, bon voilà, c'est quoi ton objectif? Si elle ne sait pas, il y a un objectif par défaut qui est simplement faire fructifier ton épargne en attendant qu'elle serve à quelque chose et que tu aies une vue plus précise. On détermine quel est ton horizon, c'est-à-dire à quelle échéance est-ce que tu veux récupérer tout ou partie de ta mise, quel est ton profil de risque, on détermine avec elle au moyen de différentes questions. Et finalement, on parlait de sens de ces investissements. Quel sens, quelle intention tu veux donner à tes investissements? Et pour ça, on a 6 mesures d'impact, 3 qui sont plutôt de nature environnementale, donc les émissions de CO2, les mètres cubes d'eau utilisés, la production de déchets, et 3 qui sont plutôt sociétales, la création d'emplois, les taxes payées et la contribution aux besoins primaires. Donc quels sont dans tes investissements les entreprises qui produisent un bien ou un service qui répond directement à un besoin primaire, habillement, alimentation, soins de santé, éducation. D'accord. Et l'utilisatrice nous dit, moi je préfère, tout est important, mais on n'est pas là pour juger quelles sont tes préférences personnelles. Et donc tu peux dire, oui, moi j'entends tout à fait que les enjeux climatiques sont très importants, mais à titre personnel, les enjeux sociaux sont ceux dans lesquels j'ai envie d'investir moi. Très bien, donc on va aller construire ton portefeuille pour maximiser les entreprises qui ont un impact là-dessus. Inversement pour celles qui l'ont, ou celles qui n'ont pas d'avis et qui disent moi je veux équilibrer entre les deux, eh bien on le fait également. Et donc une fois qu'on a défini ce cahier de charge, en fait, elle est pilotée, c'est-à-dire que nous, en tant que professionnels de gestion, on va gérer ce portefeuille qu'on aura dessiné ensemble pour toi. Et à tout moment dans l'application, évidemment, tu vois comment ce portefeuille se comporte en termes de performance, de risque, et puis ces fameuses mesures d'impact. Et tu peux également aller chercher dans ces mesures d'impact quelles sont les entreprises qui génèrent en fait cet impact, qu'est-ce qu'elles font, dans quoi est-ce qu'elles sont actives. Et donc, ça te permet également d'avoir une vue plus fine de, en
fait, il y a énormément d'entreprises, de projets, etc., qui œuvrent pour certains, sur certains piliers, qui font pas la une des journaux, mais qui sont hyper intéressantes et qui te conscientisent aussi sur le fait, ah ouais, j'avais même pas réalisé en fait que ça aussi c'était un enjeu. Un exemple, on a des entreprises qui sont actives dans le cycle de l'eau. Et bien là-dedans, tu as des entreprises qui sont responsables de je sais pas comment on le dit en français, la sanitisation de l'eau, enfin en tout cas de rendre les eaux usées à nouveau potables. Ben, ça implique une certaine chimie. Ensuite, ça implique aussi la distribution de l'eau dans les endroits où il n'y en a pas pour la rendre accessible au plus grand nombre. Et ça implique de la création aussi. Donc il y a des entreprises qui sont spécialisées dans développer finalement des usines de traitement de l'eau, tu vois, à taille réduite, qui puissent ensuite être maintenues par les populations locales, parce que tu peux pas appeler un manutentionnaire là, et donc c'est en fait de les rendre autonomes, d'avoir cette faculté de pouvoir recycler eux-mêmes leur eau, et quand il y a quelque chose qui se casse, qui peut être remplacé, de ne pas tout de suite devoir faire appel à une entreprise qui va peut-être mettre des mois à venir le réparer. C'est c'est beaucoup plus que juste... c'est des sociétés qui ont aussi besoin d'investisseurs. Exactement. Qui ont un impact directement. Oui, c'est des sociétés qui font appel en fait à l'épargne publique pour se développer et pour grandir. Et donc voilà, donc ça c'est ce que Capitana fait. On sélectionne un univers d'investissement qui correspond aux différentes thématiques d'impact dans lesquelles on est investi. On construit des portefeuilles qui soient adaptés à chaque utilisatrice ou chaque utilisateur. Et ensuite, on gère au quotidien les portefeuilles pour qu'ils répondent toujours au cahier de charges qu'on s'est fixé. Voilà. D'accord, ouais, j'ai vu. Capitana.app. Capitana.app, exactement. D'accord. Et quand tu as lancé justement Capitana.app, ça fait quoi, 2 ans, non? C'est ça, 2 exactement. ans. Avant de lancer, justement, qu'est-ce que tu t'es sur le marché au niveau des finances et des femmes, qu'est-ce que tu as constaté et comment tu es allé à leur rencontre? Parce que j'ai l'impression aussi que les femmes, il n'y en a pas beaucoup qui investissent parce que, comme tu disais, le langage de l'investissement ne leur parle pas. Ça leur paraît difficile, trop lointain de leur monde, et qu'elles ont besoin d'être sensibilisées à ça, qu'on leur parle peut-être de femme à femme, avec un langage qui est peut-être moins de jargon, on va dire. Comment justement toi tu es allé à leur rencontre pour parler de Capitana et l'investissement au féminin? On a fait beaucoup. Alors d'abord on a fait beaucoup d'interviews. Et à chaque fois c'était, tu vois, des amis, puis j'ai, est-ce que tu as 3 noms à me recommander de personnes qui accepteraient, tu vois, de témoigner pour nous. On a fait des focus group à la fois à Paris, à Bruxelles et puis à Luxembourg aussi, parce que comme je dis, il y a des différences culturelles quand même aussi dans l'investissement. Même mondial, hein. J'ai vu les chiffres, en termes d'investissement, les femmes dans le monde, en Inde, les femmes investissent beaucoup plus. Beaucoup plus, oui. 47% contre 20% en France. Oui, ça m'étonne pas du tout. C'est assez énorme quand même, 27% de différence. Et c'est lié de nouveau culturellement, notamment aussi les pays anglo-saxons. En moyenne, aussi bien les hommes que les femmes investissent sont beaucoup plus nombreux à investir que chez nous. Je veux dire, la France, la Belgique sont vraiment des pays où malheureusement l'éducation financière est vraiment en moyenne assez basse et qui a une aversion à l'investissement. Les 2 parents sont fonctionnaires. Ou si tu vois, le père et la mère sont d'un milieu ouvrier, c'est des choses dont on parle encore moins. Entre guillemets, il y a pas mal de livres très intéressants sur le sujet. Il y a Le genre du capital qui est sorti. Il y a aussi, et ça je ne l'ai pas encore lu, mais qui est sur ma table de chevet, ce que le couple hétéronormé coûte aux femmes de Lucie Quiet. Voilà, tous ces livres qui sont aussi super bien documentés et qui finalement mettent en avant le système patriarcal tout simplement et ce qui coûte aux femmes.
sans dire que c'est ce que les hommes coûtent aux femmes, parce que ce système patriarcal, il est autant reproduit par les hommes que par les femmes dans la manière dont elles élèvent aussi leurs enfants. Je veux dire, il y a aussi arrêtez de dire à vos filles comment se comporter, élevez vos fils. Enfin, c'est un peu ça la base aussi. Et donc, on a fait ces recherches-là, et puis après, on a commencé à faire des webinars. Donc avant, c'était on va chercher l'information, on les laisse s'exprimer sans agenda et sans savoir où ça va nous mener. Puis ensuite, on a proposé en fait des webinars et voir un peu les thèmes qui finalement plaisaient le plus. Et clairement, tu fais j'apprends à investir, de 0 à investi, tous ces titres-là, ça fonctionnait très très bien. Il y en a énormément qui viennent. Et on se rend compte, exactement ce que tu dis, c'est que il faut casser cette première barrière du jargon, du côté très institutionnel, très sérieux, un peu poussiéreux de la finance. Il faut la rendre accessible et aller là où les gens sont. Donc, pas des pubs dans des journaux économiques, plutôt des magazines féminins. Alors oui, même si malheureusement ces magazines féminins couvrent très très peu ces sujets de finances personnelles, d'économie. J'avais lu, il y avait quelqu'un qui les avait contactés pour demander pourquoi ils ne faisaient pas de pub justement sur l'investissement. Ils ont dit parce que ça n'intéressait pas justement en termes de publicité, c'était pas intéressant, ils veulent qu'ils achètent. Oui, alors exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que j'ai entendu d'une ancienne rédactrice en chef, c'est parce que leurs plus gros annonceurs sont des marques de luxe, notamment, et que des marques d'habillement, etc., et que ces marques veulent que leur lectorat consomme, pas qu'ils utilisent cet argent pour investir et épargner. Exactement. C'est d'un réducteur. D'ailleurs, je te dis, je ne lis plus aucun magazine féminin. J'étais abonnée avant au Elle, parce qu'il y a encore quelques années, il y avait quelques articles de fond que je trouvais bien construits. Maintenant, je ne sais pas. Mais, je ne fais pas de pub, mais je viens de parler ce matin à une journaliste qui a créé un média économique et politique dédié aux femmes qui s'appelle Informel. Je n'ai aucune action, aucun lien, mais je trouvais que l'intention et le projet sont top. Enfin, franchement, génial. Parce qu'elle m'a dit, j'en ai marre que les journaux, les magazines féminins nous prennent pour des cruches. C'est exactement ça. Même s'il y a, enfin, j'admets aussi, il n'y a aucun mal, enfin, je suis tout à fait décomplexée par rapport au fait de s'intéresser aussi à des choses qui peuvent être considérées comme futiles. Moi, j'ai aucun problème à dire, j'adore les chaussures, j'adore les sacs, j'adore les vêtements, etc. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait être mis dans des cases. Tu vois, on a le droit... on a le droit d'aimer la mode, et d'être et de s'intéresser à ses finances et d'avoir une tête bien faite. On a le droit de se maquiller ou de pas se maquiller. En fait, juste foutez-nous la paix. On fait ce qu'on veut, mais on devrait avoir le droit aussi d'avoir accès à du contenu de qualité qui soit pas tellement réducteur. Voilà, c'est tout. Totalement. Voilà. Je voulais revenir avec toi sur un chiffre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y avait une enquête qui a été faite sur les femmes. L'inclusivité des femmes dans l'investissement, justement. Il disait que si les femmes investissaient au même rythme que les hommes, il y aurait aujourd'hui au moins 3 220 milliards de dollars supplémentaires d'actifs sous gestion de la part des particuliers. Donc, ce qui est énorme. Donc, aujourd'hui, après faire encore épargner, donc l'investissement, pour elles, c'est encore... on en avait parlé justement avec Hélène, il y a pas mal de mythes autour de ça. J'imagine que tu l'as vu toi aussi quand tu as interrogé les femmes et que tu as fait tes masterclass. Comment justement on déconstruit un peu ces mythes notamment il y en a 3 gros, hein, c'est pas fait pour nous. Est-ce qu'il faut aussi beaucoup d'argent? Alors apparemment, d'après l'enquête, les femmes pensent qu'il faudrait 50 000 $ par an pour pouvoir investir. Donc c'est absolument pas. Donc, sachant qu'on ne gagne pas à peu près ce qui fait à peu près 4 000 $ par mois. Donc, si tu as 50 000 $ par an, tu as moins besoin d'investir que si tu as 25 000 $ par an. Enfin, c'est mathématique. En fait, c'est ça qui est très paradoxal. Mais je comprends. Mais pourquoi? Parce que l'industrie du conseil en investissement, qui en fait, quand tu ne connais rien et que tu n'es pas à l'aise avec le sujet, aujourd'hui, c'est quoi? C'est des plateformes où tu fais tout toi-même.
Donc en fait, tu as une segmentation, je caricature à l'extrême, mais tu as une segmentation aujourd'hui du marché qui est les gens qui ont un patrimoine très important ont accès à du conseil par des conseillers en investissement qui sont formés, des pointures dans leur domaine, personnalisés, qui répondent vraiment aux besoins des clients plutôt que de leur pousser des produits. Si tu descends dans la gamme, les personnes qui sont ce qu'on pourrait dire aisées, c'est-à-dire qui ont un certain revenu, mais qui sont, on parlait en tranches si tu veux, ceux qui ont entre, on va dire, alors ça dépend des pays, mais 200 et 500 000 euros d'actifs sous gestion, déjà eux, finalement, ont accès à une qualité de service et une diversité de services qui est beaucoup plus restreinte, mais ils ont quand même encore accès à un certain conseil et à des produits financiers qui sont moins tarifés, paradoxal, hein, moins tarifés, plus intéressants aussi en termes de rendement, plus intéressants en termes de diversification, puisqu'ils ont accès à des deals d'entreprises qui ne sont pas cotées, ils peuvent investir dans des jeunes pousses au travers du business. Voilà, tout ça s'est structuré pour eux, et ils ont accès à des personnes ou à des institutions qui leur facilitent la recherche, l'information et l'implémentation. Quand tu descends encore et qu'on parle donc de monsieur et madame tout le monde, et bien là, en fait, tu te retrouves avec donc soit de ces plateformes effectivement où tu peux investir toi-même et où en fait il a été démontré que le rendement de tes portefeuilles là-dessus est en général très mauvais parce que tu ne fais pas des bons choix d'investissement, parce que simplement tu réagis aux annonces du marché. Donc en général, quand il y a une action qui est hype et que tout le monde en parle, c'est que c'est déjà trop tard. Or tu vas rentrer, donc tu vas les acheter à leur prix, à un prix déjà haut. Et puis justement c'est une bulle, donc à un moment donné on va se rendre compte qu'elle est surinvestie, qu'elle est surévaluée, donc les investisseurs vont commencer à sortir, le prix va baisser. Au plus il baisse, au plus les investisseurs prennent peur, en particulier ceux qui sont moins éduqués, et donc ils continuent à vendre, le prix continue à baisser. Et c'est là où monsieur et madame tout le monde va dire « Ah non, c'est bon, j'ai trop perdu, je vends ». Donc en fait, ils ont acheté au plus haut et vendu au plus bas, donc perte maximale. Ça, c'est typique des investisseurs. Et c'est normal, de nouveau, c'est tout à fait normal et humain comme comportement. Et en fait, donc tu as soit de ces plateformes, soit tu vas chez ton banquier et tu es face à un conseiller qui est censé être un couteau suisse. Il n'est pas formé pour être conseiller en investissement. Pourquoi ? Parce qu'ils vend des produits de compte courant, des cartes de crédit, du prêt immobilier, de l'épargne. Pour peu, il peut servir aussi des petites et moyennes entreprises ou des auto-entrepreneurs. Donc il y a tellement en fait de cordes à son arc qu'il ne peut pas être entre guillemets formé à tout. Il y en a, si tu as de la chance, tu trouveras certains qui ont en fait une affinité particulière avec ça et qui vont le faire, mais la majorité en fait n'est pas là. Et donc qu'est-ce qu'ils ont dans leur escarcelle ? Des produits maison qui sont ou pas adaptés à ce dont tu as besoin, qui sont en général pas adaptés à ce dont tu as besoin parce qu'ils sont assez chers. Les frais en fait dessus sont nettement plus importants que ce que tu peux trouver en fait par toi-même sur ces plateformes. Mais là le problème c'est comment tu les agences et comment tu les suis. Et donc il y a une injustice là aussi, parce qu'en fait tu dirais mais ce conseil, ceux qui ont besoin en fait de faire prospérer leur épargne pour pouvoir vivre et maintenir leur niveau de vie à la retraite, parce qu'ils n'auront pas un patrimoine, surtout les femmes, et en particulier les femmes, n'ont pas accès aujourd'hui à un conseil de qualité qui leur permet justement de comprendre ces mécanismes et de les utiliser pour leurs bénéfices. Là, il y a un vide, quoi. Il y a un vide. Et c'est pour ça aussi que nous, on a décidé de se mettre sur ce segment-là. Oui, on pourrait faire de la gestion privée pour des femmes actives, chefs d'entreprise, et évidemment qu'elles sont aussi plus que bienvenues sur notre plateforme, mais on ne voulait pas, nous, juste faire ça. On dit non, nous, on veut que le conseil en investissement, enfin la gestion discrétionnaire comme on l'appelle, donc gestion pilotée, avec conseil, soit accessible au plus grand nombre, parce que ces femmes, j'ai tellement de personnes donc, tu vois, qui travaillent, famille monoparentale, où elles n'ont pas de pension alimentaire ou quoi que ce soit, qui devraient normalement là. Donc en fait, elles se démènent toutes seules pour subvenir aux besoins de sa famille, et elle dit bon ben voilà, dans 10 ans, peut-être que mes enfants ils auront aux études, j'aimerais avoir les moyens de pouvoir les aider ou leur permettre en fait de le faire, ou ils ont peut-être pas envie de faire des études, mais ils ont peut-être une idée de business, et je veux pouvoir leur donner les clés pour les aider, ou simplement en fait pouvoir
avoir sa retraite, pas devoir s'inquiéter, pas devoir dépendre d'eux plus tard. C'est important, ça. Parce qu'il y a de plus en plus de parents qui dépendent de leur enfant pour leur fin de vie. Pour toutes ces raisons-là, tu dis, mais bon sens, c'est là aussi où il faut déployer des solutions. Ouais. Justement, pour revenir sur Capitana, donc du coup, aujourd'hui, c'est combien de clientes Donc aujourd'hui, on a 50 clientes dans notre bêta qu'on a limité, 500 personnes qui sont sur la liste d'attente qu'on va accepter là dans les jours qui viennent. Ouais. Et à partir du 1er mars, elle est accessible à toutes. Voilà. D'accord. Et notre objectif pour 2022, c'est d'arriver à 2500 clientes. Ouais. Pour 2022, exactement. D'accord. Et tu peux nous rappeler, donc je crois qu'il y a 3 niveaux de tarifs. Alors aujourd'hui, à terme, il y aura 3 offres. Aujourd'hui, on se concentre sur 2 offres. Ouais. Tu as l'offre Starter qui est vraiment pour des investisseuses qui veulent démarrer. On l'a rendue la plus simple possible, justement pour éviter qu'il y ait trop de choix, parce que le choix paralyse aussi la décision. Et donc, c'est un portefeuille d'investissement dans une thématique qui est équilibrée. Donc, tu ne choisis pas la thématique, parce qu'on s'est rendu compte que si tu devais en plus choisir la thématique, ça devenait trop, comme je dis, trop de décisions, trop de choix. Donc celle-là est à 10 €, donc on travaille sous forme d'abonnement. Peu importe le montant que tu mets sur le compte, on ne prend pas d'argent sur le compte, sauf donc l'abonnement que tu payes séparément, qui est de 10 € par mois ou 100 € par an si tu décides de prendre un an d'un coup. Et notre offre qu'on appelle Level Up, c'est quand justement tu commences à prendre confiance, tu veux avoir plusieurs projets d'investissement ou tu veux choisir ta thématique d'investissement qui, elle, est à 20 € par mois ou 200 € par an et qui te permet de gérer 3 portefeuilles en parallèle avec différents niveaux de risque, différentes thématiques et différents horizons d'investissement. D'accord. Voilà. Très bien. J'imagine que maintenant tu as investi. Oui, donc là j'ai investi, non seulement j'ai investi, mais j'ai investi beaucoup dans ma boîte, dans d'autres startups, dans les marchés, dans les cryptos, vraiment. Mais aussi, pour moi, mais aussi parce que je veux pas parler de choses que j'ai pas testées moi-même. Donc notamment les cryptos, si je suis rentrée dans les cryptos, c'était surtout pour pouvoir comprendre, me faire ma propre opinion. Faire moi-même le parcours d'investisseuse parce que dans les cryptos c'est encore une fois un peu différent. Tu as plein de plateformes, tu as plein de moyens différents d'investir et les startups j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai investi dans des plateformes comme Sidar qui te permet d'investir dans les premiers tours de start-up. J'investis essentiellement dans les fintech parce que c'est ce que je connais. Ouais. Donc quand tu fais des investissements en direct dans des startups, il faut quand même mieux maîtriser le sujet. Donc voilà, j'ai investi dans quelques startups qui entre-temps sont devenues, je ne sais pas si on peut encore les appeler des startups, parce qu'ils sont devenus assez grosses. Et voilà. Et puis j'ai investi dans ma propre boîte, évidemment. Et puis j'ai un portefeuille d'investissement chez Capitana et en dehors. Voilà. Et quand je dis que j'investissais pas avant, c'est pas vrai. Parce que je fais exactement le même raccourci que beaucoup de mes clientes investisseuses. En fait, je n'ai pas investi, je n'ai pas pris la décision consciente d'investir, mais en fait, j'avais déjà un portefeuille d'investissement parce que mes jobs corporate finalement me donnaient, j'avais une partie de ma rémunération était sous forme de plan pension et de contrats d'investissement. Donc j'avais déjà des portefeuilles d'investissement. Et puis j'avais aussi les contrats d'assurance vie classiques. Mais j'ai jamais considéré ça comme des investissements parce qu'en fait j'ai jamais fait le choix de dire oui, ok, je vais investir là-dedans et là-dedans, quoi. Mais en fait j'avais déjà pas mal de poches et c'est après en faisant le compte et puis surtout quand moi je discute avec mes investisseuses et qu'elles disent j'ai jamais investi. Et puis qu'on fait le bilan et je fais mais si en fait t'es déjà investi, t'as même déjà pas mal investi et là du coup c'est un peu le ah oui c'est vrai en fait voilà. Et puis moi j'ai investi dans l'immobilier surtout, ça c'était j'ai investi dans l'immobilier, j'avais 25 ans, j'ai tout de suite acheté donc, voilà.
Voilà. Donc, mais mes investissements conscients et intentionnels, voilà, ça fait 5 ans que je construis ces différentes petites briques. Et voilà. Mais moi, j'ai un profil plutôt dynamique. Je pense que quand tu es un entrepreneur, de toute manière, le risque est quelque chose avec lequel tu vis. Donc, j'essaye quand même de diversifier parce que quand tu es déjà fortement investi dans ta boîte, il faut essayer de dérisquer par ailleurs. Donc, voilà. D'accord. Parler de crypto, c'est le moment d'investir. Moi, je crois qu'il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment. C'est le meilleur moment, c'est d'investir, c'est de rentrer dans le marché et de rentrer. Exactement. Ouais. Il faut y aller, quoi. Et pour les cryptos, je dis il y a les cryptos de Caro, il faut suivre les cryptos de Caro. Ouais. C'est une super chouette newsletter. Elle explique bien, et puis surtout comme elle a pris son parcours de débutante pour elle découvre et elle explique. Et je trouve que du coup c'est super parce qu'elle le rend accessible. Voilà. Ce qui est quand même un sujet qui est quand même assez complexe. Donc voilà. Mais moi, je suis vraiment une investisseuse qu'on appelle buy and hold. Donc c'est-à-dire j'achète et j'investis sur le long terme. Je ne vais pas regarder le cours du Bitcoin tous les jours ou de l'Ether tous les jours parce que c'est pas comme ça. Non. Ça marche pas comme ça. Et puis ça demande un temps de dingue en fait. Il y en a qui font fortune là-dessus, mais il y en a beaucoup qui se plantent aussi. Et ça, on n'en parle pas dans des vidéos YouTube, évidemment. Et puis ça demande, c'est un job full-time pratiquement, de trader. Moi, j'ai un cousin qui fait ça. Il fait ça toute la nuit. Ouais, ça m'étonne pas. Mais... C'est ça, ouais. Il faut être aux mêmes horaires que les autres marchés. Que les autres marchés, exactement. Mais bon, il ne fait que ça. Ouais. Voilà, il faut le vouloir. Après, c'est un métier. C'est un choix. En fait, c'est un métier. Totalement. Donc, exactement. Ok, merci beaucoup. Je vais terminer par les dernières petites questions. Gaëlle, c'est quoi tes prochains défis pour l'année 2022 ? Alors, l'année 2022, c'est d'atteindre mes objectifs de clients. Donc, vraiment de rencontrer le marché et, comme on dit dans le jargon startup, de trouver ton product market fit, de vraiment m'assurer qu'on rencontre le public et puis, le cas échéant, adapter vraiment l'offre pour rencontrer les besoins de nos utilisatrices. Faire grandir l'équipe, pas juste pour le plaisir de faire grandir l'équipe, mais parce que voilà, on est 6 et ils sont tous hyper dédiés, motivés, mais voilà, je sais que quand on grandit, il va aussi falloir accompagner, et chaque expansion de l'équipe change en fait la physionomie de ton entreprise, surtout quand tu es une tellement petite équipe. Donc, c'est une étape à chaque fois. Oui, et c'est une étape qui est compliqué à amorcer, qui demande beaucoup de nouveau aussi, beaucoup d'intention, beaucoup de réflexion, et puis simplement être conscient et de communication avec les membres de l'équipe. Donc voilà, ça c'est mes objectifs pour 2022. Et voilà, c'est déjà, je pense que ça va déjà être costaud. Est-ce que tu as une femme dans le domaine de l'entrepreneuriat qui t'inspire ? Il y en a plein qui m'inspirent. Évidemment, la plus emblématique, et surtout après ce qu'elle a fait en fin d'année, début d'année, là, c'est Sarah Blakely, qui est cette entrepreneuse américaine qui a créé la marque Spanx, qui sont des gaines, si je peux, là, et des sous-vêtements qui sont censés... sont invisibles. Invisibles et qui subliment le corps de la femme. Après, voilà, on peut discuter, mais c'est surtout sa manière d'entreprendre. Elle a commencé avec 5 000 €, elle en parle, elle a créé la fondation d'ailleurs, avec son sac à dos rouge. Elle a créé d'ailleurs la Red Backpack Foundation. Elle finance des projets entrepreneuriaux portés par des femmes chaque année au travers de sa fondation. Et en fait, elle a été complètement autofinancée jusqu'à quelques mois, où elle a, après, donc sa boîte, ça fait 20 ans, elle est milliardaire, voilà, c'est un succès phénoménal, mais personne ne croyait en elle. Voilà, elle est restée... Au début, elle a pas mal galéré. Ah oui, non, personne ne voulait investir, personne ne voulait l'aider. C'était un truc de nana, ça marchera jamais, tu n'y connais rien. C'est des gros distributeurs. Enfin, c'est vrai que le segment, en plus de l'habillement et des sous-vêtements, en fait, tu as des canaux de distribution qui sont très concentrés, donc c'est des gros acheteurs. Elle venait toute seule, la nana jeune... voilà, elle n'était pas crédible, et voilà, elle explique tout ça. Et puis surtout, donc il faut la suivre sur Instagram, elle a une simplicité, c'est juste la girl next door, tu vois, c'est pas du tout, elle est super attachante, et je trouve qu'elle a su garder en fait cette simplicité, et
elle a finalement cédé des parts de son entreprise. Et ce qu'elle a fait après, j'ai trouvé ça génial. Elle a payé à tout son staff, la totalité de son staff. Elle a donné, alors je ne sais pas si c'était 10 000 ou 20 000 dollars, plus 2 billets de première classe pour qu'ils aillent tous profiter, entre guillemets, de 15 jours de vacances. C'est sympa, quoi. Voilà. Alors, elle a été beaucoup décrite en disant oui, ils préféreraient ça en salaire, comme ça ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Enfin bon, voilà, de toute façon, tu t'es toujours critiqué quoi que tu fasses. Moi, je dis juste, elle a quelques milliers d'employés, c'est de ses deniers personnels et le fait qu'elle le fasse, qu'elle partage ça. Et puis quand elle a annoncé, tu voyais il y avait énormément d'émotions en fait. Elle a énormément d'émotions, elle vit ce truc et elle vit ça avec son équipe. Et moi, voilà, moi c'est cette personnalité-là, moi, qui me touche et qui m'inspire. Ouais, vraiment, voilà. Et quel conseil tu donnerais justement à des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat au tout début, là, et pour qui c'est un peu dur, c'est vrai, au début. Ouais. Au début, on est très motivé, puis il y a des moments plus difficiles. Ouais. Ben, on en parlait avant de commencer, c'est de bien s'entourer, en fait, de trouver... on parlait de coworking ou de trouver un réseau. Bon, on a toutes les deux dans Gold Up qui est aussi de trouver en fait des ressources et surtout un environnement supportif, c'est-à-dire pas ses amis de sa vie d'avant, pas sa famille, parce que alors peut-être qu'il y en aura dans ceux-là qui sont des bons soutiens, mais quand on fait un changement de paradigme comme ça, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de peur que les autres projettent sur nous et que même en étant bien intentionnés, en fait, ils vont freiner parce que ça leur fait peur. Parce qu'ils ont peur pour nous, parce qu'ils ont peur qu'on se plante, parce que ci, parce que ça. Et ça aide pas. Quand on est en doute soi-même, voilà. Et donc, il faut trouver des personnes qui sont un tout petit peu plus loin dans le parcours, qui sont passées par là où on est et qui peuvent justement jouer ce sounding board. Je trouve que c'est hyper important. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire à nous recommander ? Alors, livre, j'en avais mentionné 2, Genre du Capital et le livre de Lucie Quay. En termes d'entrepreneuriat, moi j'aime beaucoup aussi The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. Et comme podcast, alors on en parlait aussi sur l'entrepreneuriat, Génération Do It Yourself, qui a des invités de grande qualité. Il y a aussi Guy Raz, donc How I Built This en anglais, qui est aussi vraiment intéressant. Sur les finances personnelles, il y a La Martingale et il y a, alors ça s'appelait Budget Chéri, je pense que c'est Richissime maintenant, qui est aussi sur les finances personnelles. Voilà. C'est ce que je peux te donner comme ça. Et puis New Woman Boss, bien sûr. Merci, voilà. Bien sûr. Ma juste valeur. Pour tout ce qui est rémunération, promotion. Salariale. Exactement. Voilà. D'accord. Je mettrai dans ma les juste valeur. INSAF, que je salue. D'accord. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne ? Ah oui. Il ne vient pas de moi, mais c'est une phrase que j'adore et que je ressors tout le temps. Alors en anglais, c'est Don't ask for permission, ask for forgiveness instead. Donc ne demande jamais la permission, excuse-toi si tu dois t'excuser. Qui est vraiment, je l'ai observé dans toute ma carrière, c'est en fait, on est conditionné par, mais on peut pas le faire, ou ça n'a jamais été fait. Et en fait, tu te rends compte que en arrêtant de te demander la permission et en essayant juste en disant je vais le faire, tu te libères d'énormément de barrières. Et oui, évidemment, parfois tu vas aller trop loin, parfois tu vas passer des lignes et on va te retoquer, etc. Tu t'excuseras à ce moment-là, tu demanderas pardon, tu dis ok, j'avais pas réalisé que la limite elle était là, mais au moins tu auras essayé et sans doute que tu auras un tout petit peu, tu vas pousser cette limite que tu te mets à toi-même ou que les autres essayent de t'imposer. D'accord. Y aller et pas s'excuser. Voilà. Pour oser. Essayer. Exactement. Et arrêter de s'excuser, d'être soi-même. Ouais. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Si on veut t'écrire, te retrouver donc, sur LinkedIn, avec grand plaisir. Capitana.app et puis il y a notre chat si c'est lié au produit en tant que tel. Et Instagram bien sûr, oui. Voilà. Mais si c'est à moi, c'est LinkedIn
les messages en général, je réponds. Je réponds pas toujours tout de suite, mais je réponds. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin, Gaëlle. Merci beaucoup à toi. Fatima, je trouve que voilà, c'était une super discussion. Puis j'ai adoré faire ta connaissance. Et puis je trouve que ton podcast est hyper inspirant. Merci. Et donc merci de faire tout ça et d'inspirer les autres au travers de tes entretiens. Merci. Merci à toi. C'était très inspirant aussi pour moi. Avec grand plaisir. Merci Gaëlle. Au revoir. Au revoir.